Donc dans les systèmes de polyculture élevage, on a donc un travail qui est varié car il y a plusieurs ateliers sur l'exploitation et donc l'agriculteur, il doit être polyvalent. La clé, c'est donc de savoir s'organiser et de bien planifier son travail au cours de l'année, notamment de bien adapter sa main-d'œuvre en fonction de la charge de travail. Mais finalement, est-ce que ces systèmes de polyculture élevage ils sont durables et sont-ils également résilients? Donc c'est ce que nous allons voir dans la dernière thématique avec nos deux derniers experts. Donc j'accueille Patrick Vesset. Donc bonjour Patrick. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc Patrick, tu travailles à l'INRAE et tu es économiste et chercheur. Pardon. Et donc j'accueille également Adrien Rabalan. Bonjour Candice, bonjour à tous. Donc toi, Adrien, tu es responsable de la ferme du lycée de la Côte-Saint-André. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau pour parler de la durabilité et résilience des systèmes de polyculture élevage. Donc j'espère que le lycée de la Côte-Saint-André est avec nous et qu'ils ont préparé beaucoup de questions pour Patrick et Adrien. Donc on va parler de durabilité et résilience. Et pour commencer, je voulais vous demander de définir ces deux nouvelles notions. Bien, je vais me charger de définir la durabilité d'abord. Donc on parle d'un système durable ou soutenable, on peut utiliser les deux termes, pour un système de production agricole qui vise à pérenniser la production tout en étant économiquement viable et transmissible, mais également un système qui assure le bien-être des travailleurs, des personnes et qui permet un certain développement territorial. Et enfin, c'est un système également qui préserve les ressources naturelles en tendant vers le moindre impact environnemental négatif. Donc en ayant dit cette définition, on voit tout de suite que la durabilité s'appuie sur trois piliers qui sont l'économie, le social et l'environnement. Et donc lorsqu'on veut faire une évaluation de la durabilité d'un système de production agricole, on va évaluer l'ensemble de ses performances. Et donc, on ne parle plus de la performance d'un système de production, mais de la multiperformance, parce que justement, on va toujours évaluer ces trois piliers-là. Mais finalement, pour être durable et également pour être pérenne, un système de production agricole doit également être capable d'absorber les chocs, les perturbations. Donc ça peut être des perturbations météorologiques, ça peut être des perturbations économiques avec des variations dans les prix ou autre type de perturbations. Et donc en absorbant ces chocs, le système doit être également capable de s'adapter au changement de l'environnement qui est relativement incertain. Et donc, on parle dans ce cas-là de résilience. Donc, un système résilient est un système qui absorbe les chocs, qui s'adapte et qui perdure. Et donc, c'est aussi un des facteurs de la durabilité. Merci beaucoup. Et toi, Adrien, comment tu appliques ça au niveau du lycée de la Côte? Quels sont pour toi les points les plus importants? Pour reprendre ce que disait Patrick, pour moi, sur les trois piliers de la durabilité, le plus important quasiment, c'est l'humain. C'est ce que disaient tout à l'heure Sophie et Jean-Philippe. C'est que pour moi, si on a beau avoir les plus beaux business plans pour l'économique, la plus belle transition agroécologique pour l'environnement, si on n'a pas une équipe, donc pour moi, sur l'exploitation avec des salariés, des enseignants, des apprenants qui sont là pour mobiliser et faire ce projet, ou sur une exploitation agricole, des associés ou des salariés prêts à travailler dans ce sens-là, ça ne marche pas, quoi. Voilà, il faut d'abord vraiment le facteur humain. Et pour revenir sur ce que disait Patrick sur la résilience, pour moi, un des critères importants, c'est l'autonomie. Voilà, l'autonomie de l'exploitation permet de résister aux chocs. Moins on est dépendant, on va dire, d'acteurs économiques périphériques, plus on va être résistant. Et de même sur la résistance au changement climatique. Voilà. Et comment ces systèmes donc, de polyculture élevage, ils sont intéressants en termes de durabilité, peut-être même on peut dire plus intéressants que d'autres systèmes? Oui, alors théoriquement, effectivement, les systèmes de polyculture élevage sont plus intéressants en termes de durabilité que les systèmes spécialisés. Et l'intérêt vient principalement de ce qu'a défini lors de la première thématique Gilles, le couplage, la complémentarité entre les ateliers. Parce que ces systèmes de polyculture élevage utilisent les principes de l'agroécologie,
c'est-à-dire qu'ils utilisent les process naturels pour produire. Donc ces process naturels, c'est quoi? Ce sont par exemple la fixation symbiotique de l'azote par les légumineuses, c'est l'amélioration de la matière organique du sol et de la fertilité du sol avec les déjections animales, c'est l'effet précédent lors des rotations culturales, etc., etc. Et donc tous ces process naturels viennent en substitution des intrants chimiques pour produire. Et donc, comme ça a été dit, comme on peut faire une même production avec moins d'intrants chimiques, forcément, on limite les charges proportionnelles et on a un gain économique. Le gain économique, il est plus dans la limitation des charges que dans l'augmentation de la production. Donc ça, c'est le premier gain. On a également un autre gain en termes de durabilité, c'est sur l'environnement. Effectivement, lorsqu'on boucle les cycles de l'azote, lorsqu'on boucle les cycles du carbone, on a moins de pertes d'azote vers l'environnement, donc moindre de pollution des eaux, mais également en utilisant moins d'intrants issus de la pétrochimie, également on utilise moins de pétrole, moins d'énergie fossile et on émet moins de gaz à effet de serre. Donc au niveau environnemental, ce couplage, il est également très intéressant. Alors par contre, ça a été évoqué longuement sur l'atelier précédent, c'est au niveau social, sur le travail, c'est une autre forme de travail. Donc, je ne sais pas si la polyculture élevage est plus intéressante en termes de durabilité sociale, mais elle mobilise d'autres leviers sur le travail. Et ça a été longuement débattu auparavant sur l'intérêt, le ressenti par les agriculteurs du travail en polyculture élevage. Est-ce que, Adrien, tu partages le même point de vue? Oui, tout à fait. Je vais l'illustrer avec des exemples très concrets qu'on a sur l'exploitation à la Côte-Saint-André. On a augmenté le niveau de couplage de l'exploitation entre les années 2014-2015 jusqu'à aujourd'hui. On avait, on va dire, jusqu'à 20, 25, 30 hectares de culture de vente par le passé. Aujourd'hui, on est plutôt entre 5 et 10. Et on a fait une reconception globale du système d'exploitation en destinant quasiment l'intégrité de l'assolement pour les deux troupeaux, ovins et bovins. Et du coup, ça a des impacts tout de suite sur les leviers que tu viens de citer agronomiques. Il y en a d'autres, l'allongement des rotations, l'augmentation des légumineuses dans les rotations, la meilleure gestion des effluents. Et tous ces leviers-là ont des impacts directs sur le compte de résultats d'exploitation. On a vu, nous, en 3 ans, des charges fondre. L'achat d'engrais qu'on a divisé par 2, l'achat de phyto qu'on a divisé par 2, l'achat d'aliments qu'on a divisé par 3. Et voilà, toutes ces charges mises au bout le bout dégagent de la valeur ajoutée supplémentaire et nous permettent d'augmenter le BE. Donc sur 3 ans, c'est à peu près 80 000 euros de BE qui ont augmenté sur l'exploitation à la côte. Donc comme tu dis, au lycée de la Côte, vous avez réussi à augmenter votre durabilité. Est-ce que toutes les structures peuvent réussir à atteindre une bonne durabilité? Alors oui, toutes les structures peuvent améliorer leur durabilité. Toutes les structures en polyculture élevage peuvent améliorer leur durabilité dans la mesure où elles couplent culture et élevage, dans la mesure où effectivement les complémentarités entre l'atelier de culture et les ateliers d'élevage, ces complémentarités sont vraiment valorisées. Gilles Martel l'a dit lors de la première atelier, effectivement, dans des réseaux, on observe qu'il y a des bonnes performances économiques et environnementales, aussi bien sur des grandes structures que sur des petites structures. Par contre, il faut quand même bien avouer, il l'a dit Gilles, et effectivement on l'observe, que être fort sur les 3 piliers de la durabilité, on l'observe principalement dans les structures de taille beaucoup plus modeste. Et les très grandes structures, en moyenne, sont moins performantes sur ces 3 piliers de la durabilité ensemble que les petites structures. Donc ça, c'est un point relativement important. Mais il n'empêche que toutes les structures peuvent atteindre un bon niveau de durabilité. Il suffit pas, c'est très complexe, mais justement, il faut travailler sur la gestion des compromis entre le projet de l'agriculteur, le système de production qu'il veut le mettre en place, et la structure dont il dispose et les ressources dont il dispose. Et les ressources, ce sont les ressources naturelles, mais ce sont également le capital de l'exploitation, c'est le foncier et également le capital humain de l'exploitation. Donc il faut mettre en bonne adéquation tous ces facteurs de production et les complémentarités entre ateliers, et c'est plus compliqué dans les grandes structures. Et du coup, quels conseils on pourrait donner? Quelles sont les conditions de réussite à la polyculture élevage?
si je complète un tout petit peu ce que dit Patrick pour l'illustrer concrètement, c'est voilà, il n'y a pas de méthode préconçue. On ne peut pas arriver avec un modèle et dire voilà, il faut appliquer ces recettes-là, ça va marcher. C'est vraiment à chaque exploitation de trouver le bon mix entre le couplage et aussi le bon mix entre tous les leviers agronomiques qu'on a cités pour faire des économies, pour avoir un niveau d'agroécologie plus important. Voilà, c'est vraiment un mix que l'agriculteur doit réaliser lui-même et ne pas prendre de solutions toutes faites. Et il peut s'inspirer de ce qui se fait, on va dire, dans toute la zone sur l'Hexagone, mais aussi ailleurs, mais être bien conscient que c'est vraiment le contexte pédoclimatique, le contexte environnemental, le contexte économique qui va vraiment orienter les choix stratégiques de l'exploitation. Et on remarque ces dernières années que les exploitations, elles sont de plus en plus grandes. Alors, est-ce que la taille de l'exploitation, et notamment le fait d'être de plus en plus grand, c'est un gage de durabilité et de résilience ? C'est là que ça bloque, bien souvent. Donc effectivement, on constate que la polyculture élevage, alors contrairement à ce que souvent on entend, la polyculture élevage ne régresse pas en France. On a toujours autant de fermes de polyculture élevage en France, c'est-à-dire qu'on voit des fermes en polyculture élevage qui effectivement arrêtent l'élevage au profit de la culture, mais inversement, on voit des fermes qui sont spécialisées en élevage qui vont adjoindre à leur exploitation des surfaces labourables pour passer en polyculture élevage. Et donc, globalement, la polyculture élevage ne régresse pas. Mais par contre, les fermes de polyculture élevage sont bien souvent de plus grande taille que les fermes spécialisées. Et étant de plus grande taille, on observe bien souvent une gestion séparée de l'atelier élevage et des ateliers culture. Et donc, l'agriculteur ne bénéficie pas de cet avantage potentiel du couplage culture-élevage. Donc ça, c'est un point très très important. Et la taille des exploitations également souvent entraîne un besoin de capital, un besoin en matériel, un besoin en bâtiment. Et ce qu'on observe, c'est que les charges de mécanisation augmentent beaucoup plus vite que l'augmentation du produit. Donc, le résultat économique global, le revenu, baisse. Donc il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est que notamment en élevage bovin, il n'y a pas d'économie d'échelle. Donc il est faux de vouloir dire qu'en s'agrandissant, on va améliorer son revenu. Ça, c'est un concept faux, il n'y a pas d'économie d'échelle. Et également, souvent, on voit qu'en exploitation, dans les grandes exploitations, les agriculteurs vont avoir tendance à simplifier des pratiques, encore une fois pour l'aspect travail, pour simplifier leur travail. Et simplifier des pratiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être un peu moins de pâturage, un peu plus de concentré pour les animaux, les herbivores. Ça veut dire peut-être des rotations plus courtes, avec des engrais plutôt de grandes rotations, avec les effets précédents, etc. Et donc ça va à l'encontre de la durabilité. Donc pour conclure, je dirais que le couplage culture-élevage est favorable à la durabilité, mais l'agrandissement des exploitations et justement va dans le sens inverse. Donc il faut encore une fois trouver le compromis. Donc Adrien, toi, tu as participé dans le cadre du projet Poète. On a fait une expérimentation avec des simulations qui étaient faites par un modèle, le modèle Orphée. Et donc ce modèle, il t'a permis de te proposer des pistes d'évolution donc pour le système du lycée à la côte, pour que l'exploitation soit encore plus durable. Est-ce que tu peux nous faire un peu un retour d'expérience ? Oui, tout à fait. Avec d'autres fermes de lycée agricole, on a participé au développement de ce modèle informatique Orphée. Aujourd'hui, pour moi, c'est un outil qui a encore besoin d'être développé pour être, on va dire, plus opérant et mis à disposition du plus grand nombre. Mais ça permet de mettre en perspective finalement les différents scénarios qu'on peut envisager sur l'exploitation, de faire on va dire un débroussaillage à la grosse hache pour prendre telle ou telle initiative, telle ou telle stratégie sur l'exploitation. Il faut toujours quand même garder à l'esprit les paramètres qui sont propres à l'exploitation, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, tout ce qui entoure la ferme. Mais ça permet quand même de se donner des idées et surtout c'est basé sur la maximisation du revenu aussi. Donc ça permet de toujours lier l'économique et de voir finalement que tel ou tel impact, je ne sais pas si on arrête la culture du maïs, si nous on a 2 troupeaux, si on enlève un des 2 troupeaux, si on passe tout en agriculture biologique, tel ou tel paramètre peut faire évoluer énormément la structure d'exploitation, mais également sa performance économique. Oui, donc comme tu dis, c'est un modèle qui est encore très scientifique.
notamment pour l'expérimentation. La personne qui a créé le modèle était là pour vous aider dans la compréhension de ce modèle. Donc on aimerait bien, dans les années à venir, essayer de faire un modèle plus simplifié pour qu'il soit utilisable notamment par les lycées agricoles. Toi, Patrick, tu le connais bien, ce modèle ? Oui, c'est une gageure. Donc, c'est un modèle d'optimisation agronomique et économique, ce qu'on appelle un modèle bioéconomique, qui a été développé par une collègue, Claire Monnier. Et c'est effectivement un modèle qui permet d'optimiser un système de production agricole en vue de maximiser le revenu, mais sous un grand nombre de contraintes. Toutes les contraintes agronomiques, zootechniques, environnementales, réglementaires, de travail, etc. sont inclus dedans. Donc c'est assez lourd, mais surtout ce qui est important avec ce type de modèle, même avec des modèles plus simples, c'est, comme l'a dit tout à l'heure sur le premier atelier Pierre-Emmanuel, c'est d'avoir une vision systémique. Et lorsqu'on touche à un élément du système, tous les autres éléments bougent en interaction pour une performance, une multiperformance du système qui évolue. Et donc, il est très important que les chefs d'exploitation, régulièrement, donc s'ils veulent reconcevoir leur système, aient à disposition des outils pour essayer justement d'avoir cette vision systémique et de voir l'enchaînement en cascade. Qu'est-ce qui se passe si on touche un élément du système, tout en voulant préserver la gageure, donc la multiperformance. Et j'insisterai toujours là-dessus, donc économique, environnementale et sociale. Et effectivement, c'est une gageure très, très importante et très intéressante pour les futurs chefs d'exploitation. Pour illustrer un petit peu, Patrick, ce qui s'est fait à la Côte Saint-André, c'est qu'on s'est aperçu très rapidement qu'à partir du moment où on faisait juste de la substitution, on remplace un désherbage maïs par un passage d'ébineuse, on arrive vite à des impasses et à des échecs, quoi. Par contre, à partir du moment où on rebâtit tout, on part sur la reconception totale, par exemple, du système fourrager ou du système de culture, ça demande plus de temps, plus de réflexion, plus de matière grise aussi, peut-être d'investissement un petit peu en matériel. Mais du coup, on a des résultats qui sont plus probants et plus rapides. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages sur durabilité et résilience. Alors j'ai une première question sur notamment cette notion de résilience. Quels sont les facteurs de résilience les plus importants à prendre en compte selon vous ? Donc, parmi les facteurs de résilience, il y en a énormément. Bon, déjà, on avait parlé d'un point de vue agronomique et zootechnique de l'autonomie. C'est effectivement une exploitation qui va être moins dépendante de l'extérieur, donc de l'évolution du prix des intrants, etc. Donc, sera plus résiliente et pourra plus facilement absorber des chocs économiques, notamment si le prix de l'engrais augmente, si le prix du fioul augmente, si on est moins dépendant de ces intrants-là, si on est plus autonome, donc on pourra mieux absorber ces chocs-là. Également une exploitation diversifiée, donc de polyculture élevage avec différentes cultures, avec différents élevages également, mais pas d'un point de vue produit, ne met pas tous les œufs dans son même panier. Donc, ce qui veut dire que si le prix d'une céréale dégringole une année, peut-être que le prix du lait ou le prix de notre production végétale se maintient, donc ce qui fait que le revenu ne sera pas très fortement impacté. Gilles l'a dit tout à l'heure, effectivement, les exploitations de polyculture élevage qui couplent relativement bien ont des revenus en moyenne peut-être pas plus élevés que les exploitations spécialisées, mais beaucoup plus stables dans le temps. Donc, c'est un facteur de résilience. Si je peux illustrer un petit peu, donc je souscris à tout ce que dit Patrick, bien entendu, mais en polyculture élevage, il ne faut pas oublier que tout part du sol aussi. Et pour être résilient, pour moi, il faut aussi, pour produire un bon fourrage, pour faire du bon lait en vache laitière, il faut des sols vivants. Et le volet agronomique est aussi très très important. Voilà. Donc, du coup, j'ai des questions. Donc j'ai une question de la MFR de Quetigny. Pensez-vous qu'un système polyculture élevage a plus de durabilité qu'un système polyculture ? Comme l'a dit Adrien tout à l'heure, il y a quand même un élément très important, c'est la fertilité du sol et la matière organique dans le sol. Et dans les systèmes de polyculture, alors moi je ne suis pas agronome, et ici à Dijon justement il y a l'INRA, il y a l'UMR agroécologie qui travaille beaucoup là-dessus. Effectivement dans les systèmes de polyculture sans élevage, il y a certainement à terme
un problème de matière organique du sol. Et là-dessus, je laisserai parler les agronomes. Je confirme tout à fait. Aujourd'hui, on a eu des témoignages d'agriculteurs que vous avez vu tout à l'heure dans les vidéos, qui ne conçoivent pas l'agriculture sans élevage. Moi, je partage tout à fait ça. Et aujourd'hui, il y a des fermes en polyculture qui ont finalement des élevages déguisés, soit avec des ovins qui viennent pâturer les couverts, un éleveur à côté d'ovins qui vient pâturer les couverts, soit on retrouve des échanges paris-fumier. Mais la polyculture pure et dure, compliquée dans les années à venir. Et pour compléter, justement, on a des demandes dans le centre France, notamment de groupements d'agriculteurs biologiques qui font de la grande culture en agriculture biologique et qui se posent maintenant la question de réintroduire de l'élevage parce qu'ils arrivent dans des impasses agronomiques sans élevage. En conventionnel aussi. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples là, de pâturage de céréales par les ovins, plein d'exemples de pâturage de couverts par les ovins. Oui, ça prend une grosse vitesse. Oui. Donc j'ai une autre question. Dans quelle mesure le couplage au sein d'un système polyculture-élevage permet également d'améliorer les performances sanitaires, comme la réduction de la prévalence de l'infection à néosporose, par exemple? C'est précis. Très précis. Sur le sanitaire, je rejoins un petit peu ce que disait Patrick tout à l'heure sur la taille des exploitations et le rapport aux économies d'échelle. C'est-à-dire qu'on se dit toujours on va pouvoir agrandir de 3, 4, 5, 6, 10 vaches, 15 vaches, mais finalement, souvent la structure de l'exploitation n'évolue pas, le bâtiment en général n'évolue pas. Et quand on commence à concentrer de plus en plus ces animaux, c'est là qu'on arrive dans des impasses sanitaires et techniques aussi. Et voilà, sur la côte Saint-André, quand on a voulu être autonome, on ne pouvait pas agrandir l'exploitation, ni les bâtiments, ni les surfaces. On a baissé le chargement. Et de passer de 2 UGB par hectare de SFP à 1,3, on a assaini le troupeau parce qu'on a fait partir toutes les brebis boiteuses et les vaches un peu à problème. Mais aujourd'hui, un bâtiment avec 45 vaches par rapport à un bâtiment avec 65 vaches, on est beaucoup, beaucoup mieux en termes de sanitaire. Et ça se voit tout de suite dans la comptabilité avec les frais vétérinaires qui sont engagés. Puis un autre point aussi, d'un point de vue sanitaire, alors peut-être pas sur les animaux, mais sur les cultures, dans des rotations de longue durée en intégrant des plantes fourragères, on peut également casser le cycle de parasites ou de maladies sur les végétaux. Donc c'est également un point positif pour réduire les maladies des végétaux et l'utilisation des phytos. Du coup, donc j'enchaîne. Quelle culture peut-on mettre en place pour favoriser plus d'autonomie et donc un système mieux couplé? Quelle culture mettre en place, c'est très très varié. Tout dépend du contexte agronomique. Mais la luzerne, voilà, ça fait partie des reines des fourragères, on va dire. Il ne faut pas hésiter non plus à aller sur la culture de printemps. Pour moi, le maïs garde une place aussi importante dans les assolements parce que c'est une culture qui peut se mener facilement avec peu d'intrants quand on est en polyculture élevage, avec une fertilisation organique, avec du travail mécanique du sol. Pas hésiter non plus à aller sur les sorgho, pas hésiter non plus sur les métailles complexes avec céréales et protéagineux. Encore une fois, il n'y a pas de solution toute faite. C'est vraiment la multiplication des leviers agronomiques utilisés. Si j'illustre sur la côte Saint-André, pour être autonome en protéines, on cultive du soja, on fait pâturer nos vaches, on fait des métailles en grains et en ensilage. On fait de la luzerne en pur, en ensilage, en foin. Voilà, c'est une multiplication de sources de protéines sur l'exploitation qui nous permet d'être autonomes. J'en ai encore une. Selon vous, durabilité et résilience sont-ils complémentaires ou antagonistes? Une exploitation durable est-elle forcément résiliente et ou inversement? Alors, c'est effectivement deux concepts qu'on utilise indépendamment l'un de l'autre parce comme je l'ai dit dans la définition, ils ne recouvrent pas exactement la même définition. La durabilité, c'est être multiperformant, être performant sur 3 performances en même temps, social, économique et environnement. Être résilient, c'est une capacité à continuer à exister. Alors effectivement, on peut continuer à exister en étant pendant un laps de temps économiquement ou environnementalement non performant parce qu'à un moment donné, on a un problème et pour le résoudre, on est obligé d'avoir plus de charges ou de limiter une production, donc ce qui va impacter négativement le revenu, mais n'empêche que sur le long terme, on va être toujours présent, donc on aura été résilient et après, il va falloir régénérer la performance qu'on a
qu'on a diminué. Et c'est là aussi que se pose la question. Tout à l'heure, Adrien disait, lorsqu'on veut adapter ou faire évoluer un système, souvent on a de la substitution, c'est-à-dire finalement, je donne du soja, je vais arrêter d'en donner, ou je fais du maïs, je vais arrêter d'en faire. Mais souvent, la question ne se pose pas en substitution, mais en reconception. C'est-à-dire que si le système est trop souvent attaqué par des chocs, pour être donc résilient et à l'avenir durable, c'est-à-dire multiperformant, il faudra peut-être totalement le reconcevoir, les équilibres entre culture, entre élevage, les rotations qui sont mises en œuvre, etc., etc. Moi, je vais juste illustrer par une citation, c'est que quand on est agriculteur, on n'hérite pas de la terre de son père, on l'emprunte à ses enfants. Et pour moi, c'est ça qui illustre la résilience, quoi. Très belle conclusion. Merci beaucoup Adrien et Patrick pour vos témoignages. Donc avant de conclure cette Web TV, je vous propose 2 derniers témoignages en vidéo sur les notions que nous venons d'aborder, donc durabilité et résilience. La résilience, c'est en fait la capacité d'une exploitation, d'un agriculteur à faire face à un choc qui va vraiment éprouver sa structure, éprouver son fonctionnement et d'être capable, envers et contre tout, de retrouver une situation acceptable et une situation vivable. Pour nous, la résilience, elle se traduit de la façon suivante. C'est par une autonomie aujourd'hui complète sur l'alimentation, sur la fumure de nos sols. Et aujourd'hui, on n'achète plus ni engrais, ni aliments pour les vaches. Et donc, on est beaucoup moins sensible, beaucoup moins soumis aux aléas financiers. C'est-à-dire que vous ne savez jamais à quel prix vous allez acheter votre tourteau. Quand on a un système où on dépend beaucoup de la matière protéique, quand le prix du soja flambe, vous le subissez et vous n'avez pas beaucoup d'autres marges de manœuvre, quoi. Et puis après, j'estime que nous, dans notre système qu'on a mis en place, qu'on est bien moins sensible aux aléas climatiques également. C'est vrai que l'été, c'est de plus en plus sec et donc on a de moins en moins d'herbes l'été. Mais par contre, la pousse est plus précoce au printemps et plus tardive à l'automne, ce qui fait qu'en termes de rendement, on n'a pas tant d'écart que ça. Effectivement, le fait de baisser les animaux, ce n'est pas une politique qu'on a l'habitude d'entendre. Aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'on peut gagner plus en faisant moins. Et souvent, voilà, moi je constate des collègues qui ont des soucis parce qu'ils toujours mettent plus de vaches, plus de vaches, plus de vaches. Pas de vaches parce que moi je fais des vaches, mais c'est peut-être des animaux. C'est pas toujours rentable, quoi. Et souvent, on se crée des charges qu'on n'imagine pas et dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'elles arrivent de façon insidieuse, quoi.